Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre pour le 20h sur la télévision togolaise. Donc voici les titres. La planète entière réaffirme son engagement à sauver la planète. À Marrakech, au Maroc, pour la COP22, le secrétaire général des Nations Unies a lancé un appel à l'élimination des subventions aux énergies fossiles afin d'accélérer la transition vers les énergies propres. C'était lors de la réunion des dirigeants du monde, parmi lesquels le chef de l'État fort Essouzimna Gnazingbe, arrivé hier dans la capitale marocaine. Et puis les pays du Sahel s'unissent pour mieux gérer les stocks d'armes pour venir à bout de la criminalité transfrontalière. Ils ont d'ailleurs élaboré un projet de consultation régionale sur les procédures relatives à cela. À découvrir tout de suite dans ce journal. Voilà donc pour les titres de cette édition. Les chefs d'État et de gouvernement de la planète sont donc à Marrakech au Maroc ce mardi, où ils participent à la conférence internationale sur le climat COP22. Une rencontre baptisée segment de haut niveau de la COP22, à laquelle prend part également le président de la République fort Essouzimna Gnazingbe, arrivé depuis hier soir à Marrakech. Si nous pouvons déjà voir les images de l'arrivée du chef de l'État hier dans la capitale marocaine, le président de la République qui est donc arrivé à Marrakech hier lundi soir avec sa délégation. Le président de la République a été accueilli par les autorités marocaines. Nous reviendrons dans nos prochaines. Voilà donc les images, quelques images donc de l'arrivée du chef de l'État hier lundi soir dans la capitale marocaine. Le chef de l'État qui a pris donc part ce mardi à la réunion des dirigeants de la planète, la réunion de la COP22. Le président de la République et plusieurs de ses pairs ont donc tenté d'avancer sur la mise en œuvre de l'accord de Paris sur le climat signé en décembre 2015. Le Togo participe activement aux travaux de la COP22 parce qu'étant affecté par le phénomène de réchauffement et de facto engagé au premier plan dans la réalisation des objectifs de ce sommet. Mais notre pays ne représente que 0,02% des émissions mondiales. Et pourtant, des engagements, il en a pris, comme tant d'autres, à la COP21 de Paris. Qu'en est-il un an après? Aimé Abalo nous en dit plus. COP22 à Marrakech au Maroc, plusieurs dirigeants du monde, dont Faure Gnassingbé du Togo, sont attendus pour donner une impulsion politique à cette conférence. Thème retenu, COP22, COP d'action. En ligne de mire, la mise en branle du pacte mondial de lutte contre le réchauffement climatique, dont les objectifs ont été fixés par l'accord de Paris. Les attentes nationales pour cette COP22 aspirent à des actions concrètes concernant l'adoption de nouveaux modèles de développement économique qui permettent de réaliser les ambitions du point 13 des objectifs de développement durable, notamment des politiques de développement assez sobres en carbone et résilientes au changement climatique. Les espoirs concernent aussi l'initiative africaine sur les énergies renouvelables, évoquée lors de la COP21 et destinée à fournir 10 gigawatts d'énergie renouvelable d'ici 2020 et 300 gigawatts d'ici 2030. Autre perspective, et non des moindres, les appuis aux pays en développement sous forme de ressources financières, de transfert de technologies et de renforcement de capacités en adéquation avec les besoins réels de ces pays. Après la COP21, le Togo a tout de suite intégré la question des changements climatiques dans la planification de ses politiques de développement. Un plan d'adaptation au changement climatique a donc été élaboré à cet effet avec l'appui financier du Fonds pour l'environnement mondial et du gouvernement allemand. Il convient de rappeler aussi qu'avant l'accord de Paris, des mécanismes financiers ont été établis sous la Convention 4 des Nations Unies sur les changements climatiques pour accompagner les pays en développement. C'est le bien fondé du Fonds vert. Le ministère de l'Environnement et des Ressources forestières a donc entamé le processus de mise en place d'un cadre institutionnel sur ce fonds en instituant une autorité nationale désignée pour le Fonds vert climat
et une entité de mise en œuvre qui devra justifier d'une politique de bonne gouvernance. Et dans ce contexte, le Togo a bénéficié de 300 000 $ US. Le fonds vert englobe aussi 7 projets qui couvrent l'agriculture, l'énergie, l'érosion côtière et l'économie bleue. Un système national de mesures, notification et vérification est préconisé pour assurer la transparence dans les actions et appuis. Agir comme il le faut pour notre avenir. C'est en substance ce qu'il faudra retenir donc du discours du secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, ce mardi à Marrakech au Maroc lors de la réunion des dirigeants de la planète durant cette COP 22. Nous y reviendrons plus en détail et nous reviendrons également sur d'autres aspects du séjour du chef de l'État en terre marocaine dans nos prochaines éditions. Pour renforcer la sécurité dans les pays du Sahel, il a été élaboré un projet de consultation régionale sur les procédures relatives à la sécurité physique et à la gestion des stocks. Le PSSM Sahel va permettre donc d'aider ces pays à prendre grand soin des armes légères et de petit calibre afin qu'elles ne tombent pas dans la main des groupes armés. Et une rencontre sous-régionale est ouverte à Lomé sur la gestion des stocks d'armes justement. Les précisions avec Edem Soussouko. L'Union européenne et les Nations unies appuient les efforts de lutte contre les armes illicites dans le Sahel. Depuis un an, les deux institutions interviennent dans la mise en œuvre du projet sur la sécurité physique et de gestion des stocks des armes légères et de petit calibre, ainsi que leurs munitions. Et le constat est clair. C'est l'absence de mesures efficaces dans ce secteur cible qui a permis aux groupes armés de porter atteinte à la paix et à la sécurité dans le Sahel. La menace du terrorisme au Sahel, ce n'est pas seulement une menace qui vous appartient, c'est vraiment une menace partagée. Et ça a amené effectivement qu'au-delà de nos programmes de coopération, nos discussions sur la politique régionale ou sur le commerce, d'intérêt et renforcer aussi un pilier d'appui à la sécurité. Il faut que tous les pays assurent une bonne gestion de leurs stocks des armes et de munitions pour prévenir que s'il y a une situation, il ne faut pas perdre ces armes. Parce que quand les armes sont perdues, n'importe quelle personne peut les récupérer et ceux qui récupèrent les armes ne font pas de bonnes choses avec. Les acteurs en charge de la sécurité des pays concernés vont partager ici à Lomé les expériences du Togo en la matière. Nous avons eu à procéder au marquage des armes détenues par la population civile sur notre territoire, de Lomé jusqu'à Dapon. Il est question de partager cette expérience avec les pays du Sahel. Si les armes circulent, on ne sait pas d'où ces armes ont été volées ou d'où ces armes ont été achetées. Il est très difficile de contrôler. Donc, à l'issue de cet atelier, je crois avec l'expérience des uns et des autres, nous pourrons avec le temps maîtriser la circulation des armes dans notre sous-région. Le marquage n'est pas seulement pour les armes civiles. Il faut aussi marquer les armes étatiques. C'est en fait un combat de plus contre l'insécurité grandissante et les acteurs impliqués dans ce processus sont tombés d'accord que la lutte doit être collective pour être efficace. Le défi est grand et d'ici à 2018, chacun des États concernés par le projet doit disposer d'un cadre législatif pour assurer la bonne gestion de ces stocks d'armes. Sécurité toujours, et cette fois dans le domaine maritime. Un exercice de gestion de crise en mer a été organisé ce mardi. Dénommé Nemo, l'exercice a porté sur la lutte contre la piraterie maritime et a permis d'entraîner les différents corps de sécurité à venir à bout de la criminalité en haute mer. Tchasina Mbaga nous en dit plus.
Ce mardi à 12h39, le Centre des opérations maritimes reçoit une information qui fait état de l'attaque d'un navire belge nommé Atlantis Quest par des pirates dans les eaux territoriales togolaises. Aussitôt l'information transmise, le préfet maritime ordonne le déploiement d'un patrouilleur et demande un appui aérien pour localiser les pirates. Il met également en place une cellule de réflexion composée des différents acteurs de l'action de l'État en mer pour gérer la crise. Sur zone, le patrouilleur, sur instruction du préfet maritime, tente l'abordage du navire, puis s'ensuit une longue négociation avec les pirates armés qui tiennent la passerelle. Face au refus de ces derniers de se livrer, il procède au tir de sommation. Les pirates prennent alors la fuite vers le Bénin. Immédiatement, le Centre des opérations maritimes du Togo informe celui du Bénin pour intercepter les fuyards. Il s'agit là d'une simulation qui rentre dans le contexte de l'exercice naval pour les opérations maritimes Nemo 2016. La manœuvre vise à consolider les compétences des différentes administrations togolaises de l'action de l'État en mer à lutter contre la criminalité maritime, à gérer et à coordonner efficacement une crise. Ceci s'inscrit dans le cadre du processus de Yaoundé et de la charte de Lomé. Vous savez que la charte de Lomé, qui vient d'être signée par les chefs d'État de l'Union africaine, oblige, n'est-ce pas, les États à faire de telle manière que la sécurité règne sur nos espaces maritimes. Donc, cette charte est contraignante. Donc, cet exercice que nous venons de faire ce matin, ça participe déjà pour répondre à certaines dispositions de la charte de Lomé. L'exercice s'est terminé sur de très bons résultats. Et j'ai pu constater que la gestion des crises au niveau des différentes administrations au niveau du Togo, le niveau est vraiment très élevé. L'autre objectif visé est le partage des informations avec les autres pays et les centres multinationaux de la sous-région. L'exercice qui se poursuit jusqu'au 21 novembre est organisé au profit du Togo, du Bénin, du Nigeria, du Cameroun, du Gabon, de la Guinée équatoriale et du Congo. Les responsables d'entreprises en charge des industries extractives sont en formation à Lomé sur les nouvelles dispositions de la norme ITIE. Une exigence pour une meilleure gestion et une bonne pratique dans l'exploitation des ressources. C'est en fait une forme de sensibilisation également pour permettre aux parties prenantes de s'approprier cet outil, son contenu, en vue de sa mise en œuvre efficace. Le compte rendu avec Silver Abdou. Après sa modification en février 2016, la nouvelle disposition de la norme ITIE veut plus d'amélioration et de traçabilité dans la gestion du secteur extractif. Cette nouvelle norme est actuellement à sa phase d'appropriation, comme le montre si bien cette formation. Les entités déclarantes, notamment les responsables des industries extractives, décortiquent ici son mode de fonctionnement en vue d'une application effective et efficiente pour plus de crédibilité et de transparence dans le système de gestion des ressources. Si l'industrie déclare qu'elle a exporté un volume, est-ce que c'est confirmé ailleurs? Donc il faut qu'on arrive à concilier les informations des industries, mais en même temps les informations des agences gouvernementales. L'administration doit avoir un registre pour conforter les déclarations des industries extractives. La modification de la norme ITIE a lieu chaque 3 ans, conformément à la bonne pratique de réforme pour
pour renforcer le système de gestion des industries extractives. La norme ITIE met en évidence les résultats des exploitations des ressources pour surtout susciter l'engagement de tous les acteurs impliqués en vue d'une meilleure mobilisation des ressources profitables à l'État et aux populations bénéficiaires. Le PNUD apporte sa contribution à la réussite de la mission dévolue au Haut Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale Ashkroun, celle qui consiste à mettre en œuvre les recommandations de la CVJR. Et le PNUD met à la disposition de cette institution de paix un important lot de matériel informatique pour la rapidité et la qualité des tâches à accomplir, évalué à près de 22 millions de francs CFA, ce dont a été réceptionné et ce matin au siège du Ashkroun. Le compte rendu avec Como PED. D'une valeur de près de 22 millions de francs CFA, ce lot de matériel informatique est un don du programme des Nations Unies pour le développement PNUD, une contribution au renforcement des capacités du Haut Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale Ashkroun dans la réalisation de sa mission, celle de mettre en œuvre les recommandations de la CVJR. C'est une mission lourde, c'est une mission noble qui demande beaucoup de ressources de tous ordres, ressources humaines, ressources financières, ressources logistiques, pour mener une mission dont tout le monde au Togo comprend l'importance et la complexité. Donc nous, en tant que Nations Unies, ce que nous faisons, c'est accompagner justement cette institution. Le Ashkroun, comme vous le savez, dans sa mission très noble, palpitante, mais aussi très délicate, vient de recevoir encore du matériel. Ce n'est pas des moindres. C'est un accompagnement assez substantiel pour nous. Nous nous réjouissons donc de ce don, un plus de ce matin, et nous engageons à en faire un très bon usage. Ce geste s'inscrit dans la dynamique de bonnes relations de partenariat et d'assistance qui existe entre les deux institutions. Des producteurs de la zone de Broukou dans la préfecture de Doufelgou ont eux bénéficié d'un don de bœufs de trait. Un don fait par le complexe agro-pastoral éco des jeunes ruraux pour leur permettre d'accroître leur superficie cultivable et avoir de bons rendements. Sur place, la correspondance de Nestor Monzo. Le projet d'appui au développement agricole au Togo comporte un volet culture atelier. Dans la région de Nakara, ce volet du PADAT a été confié au complexe agro-pastoral éco des jeunes ruraux. C'est dans la mise en œuvre de cette composante que le CAP EJR a acquis ces bœufs de trait pour les offrir aux producteurs agricoles de Broukou dans la préfecture de Doufelgou. Broukou étant considéré comme un grand grenier en matière de production céréalière. Nous avons au départ eu à faire un diagnostic au niveau de la communauté de Broukou par l'identification des bénéficiaires. Donc à l'issue de cette identification, nous avons pu retenir que 14. C'est les 14 agriculteurs retenus que nous avons voulu aujourd'hui accompagner par les pères de bœufs acquis pour le compte du projet PADAT. L'objectif, c'est pouvoir permettre à nos vaillants agriculteurs de pouvoir tripler, quadrupler leur superficie exploitable. Le PADAT ira à son terme bientôt, mais les acquis doivent permettre sa pérennité. Les bénéficiaires de Broukou des bœufs de trait ont été entretenus pour qu'il en soit ainsi. Chez nous, nous sommes en train de voir que ceux qui ont les bœufs évoluent plus que ceux qui n'ont pas les bœufs.
La culture avec les bœufs, si tu vois le rendement est fort plus que celui qui est cultivé avec la daba. Avec la paire de bœufs, en 1 heure de temps, tu as fini l'hectare. Alors qu'avec la tabac, tu ne peux, avec 5 jours même, tu ne peux même pas faire la moitié. C'est pourquoi nous disons qu'avec la paire de bœufs, vraiment, nous remercions à ces initiateurs qui nous ont bien donné des conseils. Il ne faut pas qu'on les laisse dans le chaud soleil. Et l'abri doit être chaque fois nettoyé. Et quand le bœuf tombe malade, il ne faut pas tarder à toucher le vétérinaire. Bon, et de temps en temps, il faut veiller aussi quand tu les fais rentrer pour que les voleurs n'arrivent pas à les voler. Avant beaucoup, des bœufs de trait avaient été octroyés aux producteurs de Dantpen par le même Cap EJR au démarrage de l'exécution du volet culture atelier du projet d'appui au développement agricole au Togo. Hors du Togo, c'est déjà le temps des au revoir pour le bientôt ancien président des États-Unis. Barack Obama est en tournée en Europe, une tournée pour rassurer les partenaires des États-Unis. Et c'est la toute première fois qu'il s'exprime après l'élection de son bientôt successeur, Donald Trump. Et vous allez l'écouter, Barack Obama est quelque peu inquiet. Il s'exprime dans le cadre d'une conférence de presse depuis la victoire choc de Donald Trump il y a moins d'une semaine. Les journalistes accrédités à la Maison-Blanche multiplient les questions sur cet homme qui rythmera dès janvier leur vie professionnelle. Barack Obama a rencontré son successeur jeudi dernier et revient sur cet entretien. Je lui ai dit que, compte tenu de la nature de cette campagne, de l'amertume et de la férocité de cette campagne, il était vraiment important de tenter d'envoyer certains signaux d'unité et de tendre la main aux minorités, aux femmes et aux autres qui sont inquiets face au ton de cette campagne. Est-ce que j'ai des inquiétudes? Absolument. Bien sûr que j'ai des inquiétudes. Lui et moi divergeons sur un tas de sujets. Cette conférence de presse a aussi été l'occasion d'aborder les questions internationales. Quid de l'accord de Paris sur le climat que Donald Trump a menacé de dénoncer? Quel avenir pour l'accord sur le nucléaire iranien sur lequel le président élu a également promis de revenir? Barack Obama tente d'être rassurant, estimant que son successeur n'est pas un idéologue, mais un pragmatique. Est-ce que je pense que la nouvelle administration va apporter des changements? Absolument. Mais concernant les accords internationaux, la tradition a toujours été de continuer à les appliquer malgré les changements de majorité. Surtout si on les examine bien, ils apparaissent comme bénéfiques pour nous, engageant d'autres pays à agir de telle sorte que cela va nous aider. Barack Obama s'est aussi laissé aller à un petit mea culpa sur Guantanamo, regrettant de ne pas avoir été capable de fermer ce qu'il a appelé ce satané machin, comme il s'y était engagé lors de son élection. Retour en page nationale pour vous annoncer que la 3e édition des journées portes ouvertes de la presse togolaise, ce sera du 15 au 17 décembre prochain à Lomé. Le thème retenu est médias, laïcité, dialogue religieux. Ce sera une occasion pour amener les journalistes à être des acteurs de paix. Le compte-rendu de la conférence de presse de lancement de cette édition avec comme l'invité Dagan et Rachel Aoukou. La presse togolaise ouvre ses portes au public du 15 au 17
décembre 2016 à Agora Senghor. Le public est invité à revisiter les journaux de la période de l'indépendance à nos jours, suivre des conférences, débats, des ateliers d'écriture journalistique et des émissions en live. Cette année, la question du vivre ensemble sera au cœur des débats. Nous traversons un contexte international, mais aussi régional, voire sous-régional, d'insécurité, marqué par le terrorisme, le fondamentalisme religieux. Nous avons voulu placer les prochaines journées portes ouvertes sous le signe de la tolérance, sous le signe du dialogue entre les religions et réfléchir aussi à la place de ces religions dans nos sociétés, dans notre République et débattre sur la question de la laïcité. Les journées portes ouvertes de la presse togolaise, c'est également une soirée de gala, la nuit des partenaires pour primer les acteurs qui soutiennent la presse togolaise. L'initiative vient du Conseil national des patrons de presse, CONAP. La presse togolaise est aujourd'hui composée de plus de 400 parutions, une 80aine de radios, une dizaine de télévisions et une multitude de presse en ligne. Et un peu dans la droite ligne du thème retenu pour la 3e édition des journées portes ouvertes de la presse, justement, la communauté musulmane du Togo s'engage à lutter contre l'utilisation abusive par les médias des mots ou termes qui ont trait à l'islam. Et pour ce faire, le Pacifique, un des magazines qui promeut les valeurs de paix et de tolérance de l'islam, a convié les professionnels des médias, justement, à une séance de sensibilisation à l'OMI. Le compte rendu avec Sonia Aménico et Clarisse Atikler. Les journalistes font la plupart du temps un usage erroné des termes islamiques dans le traitement de l'information. Certains termes sont détournés de leur vrai sens, causant un tort à la religion de l'islam. Et c'est donc pour pallier le déficit d'une bonne maîtrise du sens des termes islamiques que cette activité est organisée à l'endroit de ces hommes et femmes de médias. L'idée est de leur apporter plus d'éclaircissements afin de les amener à mieux cerner les terminologies de l'islam. Les journalistes font des débats sur certains concepts liés à l'islam et on se rend compte que nous, en tant que leaders religieux, en tant que des institutions religieuses, il y a une certaine dénature des concepts de l'islam. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour corriger cette dérive? Au Togo, nous avions constaté que même les journalistes togolais aussi, parfois, ils ne maîtrisent pas véritablement le lexique islamique. Le ministère en charge de la communication approuve cette démarche qui permettra aux journalistes de bien faire désormais leur travail en apportant les bonnes informations publiques. Direction les marchés de Bomboaka dans le Tanjoar, de Dapan, de Saint-Cassé et Gando dans l'Oti Sud qui ont été ciblés par l'Office togolais des recettes OTR pour une sensibilisation sur le civisme fiscal. Objectif, amener les contribuables à un consentement volontaire dans le paiement des taxes. Depuis les savanes, la correspondance de Désiré à l'œil. Commerçants et commerçantes des marchés de la région des Savanes en contact avec les agents de l'Office togolais de recettes. Une campagne de sensibilisation de proximité sur le civisme fiscal. Partenaires de l'OTEG, les commerçants opérateurs économiques des marchés de Bomboaka, de Dapan, de Saint-Cancé et de Gando, ciblés pour une éducation au civisme fiscal, afin de les amener d'une manière volontaire à s'acquitter du paiement des taxes.
un devoir pour alimenter les caisses de l'État. Je pense que l'OTR a vraiment bien fait de nous sensibiliser. Par exemple, au marché de Bomboka, j'exhorte toutes mes consoeurs et mes confrères de payer leurs taxes pour être libres. Et les taxes là permettront de réaliser, d'aider l'État à faire plein de choses, à construire nos marchés, les routes. Bien qu'un citoyen, il doit payer l'impôt à son pays pour l'arrangement du pays. Avec l'auteur, on est d'accord parce qu'il nous a expliqué, on a compris. Quand tu paies tes impôts, toi-même tu es libre, tu vas développer ton pays. Même aujourd'hui, même là où je suis là, je vais commencer à sensibiliser mes camarades à payer les impôts. Thème de sensibilisation, ma contribution, un thème évocateur pour rallier tous les contribuables à la cause, le paiement des taxes qui permet à l'État de faire face aux charges publiques. Nous voulons amener la population au paiement volontaire, au consentement volontaire au paiement de l'impôt. Dans les 4 marchés que nous avons circulés, les gens ont posé beaucoup de ces questions. C'est vrai, il y a des doléances, mais il y a beaucoup de questions de compréhension. Et lorsque nous leur donnons des éclaircissements, nous voyons qu'ils ont compris et qu'eux-mêmes, ils s'engagent à s'investir pour que ceux qui ne sont pas à cette réunion de sensibilisation puissent comprendre. La procédure d'obtention d'un agrément a fait aussi l'objet de sensibilisation. L'OTR entend s'approcher davantage de ses partenaires pour renforcer la confiance réciproquement profitable à tous et favoriser en définitive un consentement volontaire dans le paiement des taxes, un devoir civique. Enseignement. Musique à présent avec la 13e édition des All Music Awards qui a été lancée cette semaine. Et la soirée de récompense des nominés, ce sera le 23 décembre de cette année au Palais des Congrès de Lomé. Les précisions avec Dédé Koussao et Gérard Lagoutou. Pour la 13e fois consécutive, la musique togolaise dans toute sa diversité sera récompensée. Dénommé All Music Award, il s'agit pour les promoteurs de couronner les talents de l'année 2016 dans plusieurs domaines. Entre autres, la musique urbaine d'inspiration, meilleur featuring, meilleure chanson hip-hop, meilleur artiste de la diaspora, meilleur clip vidéo. Le choix donc de ces artistes se fait par un jury averti qui, au cours de l'année, ont connu les différentes prestations des artistes. Alors, donc, c'est des choix qui se font à travers la qualité de l'œuvre donc des artistes et à travers également tout ce qui entoure cette œuvre musicale. All Music Award reste et demeure une plateforme qui non seulement salue le génie créateur de la musique togolaise, mais aussi contribue à son émergence au-delà des frontières. Quand l'artiste gagne et il a le premier prix, il remporte le premier prix dans une catégorie donnée, cet artiste vient à nous et nous lui indiquons la maison où il peut aller se faire produire gratuitement. Mais les frais nous reviennent. Rendez-vous donc au Palais des Congrès de Lomé le 23 décembre prochain pour la récompense des artistes et groupes nominés des 16 catégories pour les All Music Awards 2016. Une soirée qui mettra également en lumière les vieilles gloires de la musique togolaise des années 70 et 80. Culture a toujours et direction maintenant le Goethe Institute pour découvrir les œuvres de Constantin Ali-Konou, des tableaux et de la céramique par lesquels l'artiste exprime son talent. Lys Diamé. La terre nourricière, c'est le thème de cette exposition de Constantin Ali-Konou. Tableaux, sculptures sur bois et céramique. Son ambition,
gagner des partenariats pour offrir une meilleure visibilité à son art. Et pour y parvenir, il fait recours à tout ce qui lui passe par la main, surtout des objets de récupération. J'ai parcouru un peu le Togo, les régions du Togo. J'ai récupéré un peu quelques parties de cette terre pour en faire des œuvres. Et vous allez trouver parmi mes terres cuites et l'argile de Bassar, l'argile de Mwapé, de Pomé, de Zio, de Bolou, un peu partout. Et j'ai fait un peu de mixage avec du kaolin. Et donc ça a donné tout ce que vous voyez comme des terres cuites. Et pour prendre soin de la terre, rendre propre cette terre, j'ai récupéré les morceaux de tissu, j'étais ça et là pour faire un peu de collage sur des œuvres. À travers ces œuvres, des messages assez significatifs. Le flirt, la prière, l'harmonie des sons, la joie de vivre, la confidence, la galanterie. Celle qui m'a vraiment plu, c'est le dessin numéro 1 qui parle de la confidence qui existe entre deux femmes. Comment elles parlent, comment elles réagissent. Nous constatons l'assemblage des pains que le dessinateur a fait, c'est vraiment impressionnant. J'ai été particulièrement séduite par le rendez-vous galant. Je pense que c'est une œuvre à encourager et encourager aussi l'artiste puisque c'est un talent inné. Constantin Alionou est aussi inspiré par des questions brûlantes de l'heure comme les changements climatiques. Dans le monde actuel, nous constatons que la nature se dégrade pour cela, il y a plusieurs causes. Pour ça, son exposition mérite beaucoup ça mérite beaucoup de courage et de félicitations. Cette exposition est l'illustration des œuvres et réalisations de l'artiste ces 2 dernières années. Il a déjà participé à divers salons au plan régional et ses œuvres se retrouvent aussi dans les chancelleries et au Musée national d'Istanbul. Et l'actualité sportive de ce mardi est également marquée par le match amical qui se joue en ce moment du côté de Marrakech au Maroc entre les éperviers du Togo et les lions de l'Atlas du Maroc. Un match qui rentre dans le cadre qui boucle donc la série des matchs amicaux de la journée FIFA du mois de novembre. Nous reviendrons sur le score de ce match dans nos prochaines éditions. Et voilà, ainsi se referme ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi un peu partout grâce à la télévision togolaise. C'est Adolphe Paka qui vous retrouve à 22h30 pour la dernière édition du journal. Au revoir.